On va maintenant aborder notre deuxième table ronde des assises du muscle et elle est consacrée aux muscles tout au long de la vie. Je vous propose donc pour le propos introductif, j'appelle le professeur Fabrice Chrétien à venir s'installer. Alors Fabrice, vous êtes chef du service de neuropathologie à l'hôpital Sainte-Anne et vous êtes directeur du centre d'exploration et d'évaluation neuromusculaire de l'Institut de myologie. C'est à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. On a beaucoup parlé d'activité physique ce matin et j'aimerais prendre un petit peu de temps avec vous pour revenir et parler du muscle, de la cellule musculaire, sur un propos un peu académique, assez histologique, mais comme professeur d'histologie, je ne peux pas m'en empêcher, et pour poser les bases du fonctionnement de ce tissu, de cet organe un peu particulier. Alors de façon classique, on connaît trois grands types de tissus musculaires dans l'organisme. Je vais donner pas mal de chiffres et puis à la fin de la présentation, il y aura un quiz. Et si vous n'avez pas la moyenne, vous n'aurez pas le droit de sortir. Enfin, tout classique. Ça sera très mal. Donc, trêve de plaisanterie, on connaît trois grands types de tissus musculaires, bien entendu, et on l'a cité tout à l'heure, le tissu musculaire cardiaque, qui forme la majorité de la partie musculaire du cœur, qu'on appelle le myocarde. Le muscle lisse, très largement représenté dans notre organisme, qu'on connaît peut-être un peu moins dans son fonctionnement et dont on ne parlera pas beaucoup, et qui soutient les mouvements intrinsèques de nos organes, en particulier des organes creux. C'est pour ça que nos intestins bougent et font passer, entre autres, le bol alimentaire, et c'est un tissu qui ne répond pas à la commande volontaire. Et puis celui dont on parle depuis le début de la matinée, le muscle strié squelettique, moteur du mouvement volontaire. Et ce muscle strié squelettique, on a commencé à aborder son importance. Et il faut revenir sur la définition de ce tissu qui est bien plus qu'un tissu, est un organe, je vais y revenir, mais qui est le tissu de tous les superlatifs. Alors, Raphaël Gaillard a parlé de la masse du cerveau et de l'importance dans ses besoins énergétiques. Et le muscle, le tissu musculaire, c'est le tissu le plus abondant de l'organisme, c'est 40% du poids du corps. C'est le tissu le plus vascularisé. C'est avec le foie et la moelle osseuse le tissu qui présente les plus grandes capacités de régénération. Et même si on le verra, ces capacités de régénération ne sont pas infinies chez l'homme. Alors, comme je le disais, au-delà d'un simple tissu, comme le décrivent les histologistes qui, comme moi, passent leur temps au microscope, c'est bien avec le tissu de soutien, la vascularisation, les cellules souches qui l'hébergent, un organe à part entière, alors un organe que les anatomistes décrivent au sein d'une discipline, et puis il y a un petit sujet sur la sémantique qu'on appelle la myologie pour les anatomistes. Et ces muscles, les muscles sont attachés à notre squelette et sont le moteur de notre organisme. Alors, deuxième point à retenir, vous ne partirez pas d'ici sans savoir qu'on a plus de 600 muscles dans notre organisme. Alors, de tout petits, dont on ignore quasiment tous l'existence, à de très gros qui sont visibles et qui soutiennent la morphologie de chacun d'entre nous, parfois avec un peu de tissu adipeux comme votre serviteur. Les propriétés du muscle sont au nombre de 3 grandes propriétés auxquelles il va falloir en ajouter un certain nombre, et à la fin de la journée, on va voir qu'il faut élargir en fait ces propriétés. Les propriétés du tissu musculaire sont l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. Et ça permet à ces organes de générer de la force et du mouvement. Alors, ils ont une relation très particulière avec le système nerveux, et on va y revenir. Alors, comme on le voit peut-être sur la diapositive, c'est peut-être moi qui passe les diapos. Hop. Voilà, j'ai essayé, on va peut-être effacer la diapositive. Voilà, parfait. Voilà. J'ai essayé de vous montrer sur un petit écorché schématique comment tout ça est organisé, parce que je pense que c'est quand même important d'y revenir. Ces muscles striés squelettiques sont constitués de cellules qui sont très particulières, qui sont très différenciées, un peu, et autant différenciées, je dirais, que les neurones, qu'on appelle les fibres musculaires ou rhabdomyocytes. Alors, c'est des cellules de taille très variable, puisque la taille de la cellule, c'est la taille du muscle. Et donc, dans, par exemple, le quadriceps, le muscle de la cuisse, un de nos plus gros muscles, et la cellule fait plusieurs dizaines de centimètres de long, presque 40 centimètres de long, puisqu'elle est accrochée de tendon à tendon ou d'un os à un tendon.
Il y a d'autres muscles qui sont très petits. Par exemple, dans l'oreille interne, il y a un muscle qui soutient un petit os qu'on appelle le marteau, qui est le muscle stapédien, qui fait quelques millimètres, ou grosso modo 1 millimètre, qu'on voit à peine à l'œil nu. Donc ce nombre de fibres musculaires, il est défini chez l'adulte. On a vu qu'à partir de l'âge de 25-30 ans, troisième question du quiz, ce nombre va diminuer progressivement, et c'est un phénomène inéluctable. Comme on perd des neurones, on perd des fibres musculaires, et particularité, on n'a pas la capacité d'en créer de nouvelles. On peut réparer des fibres abîmées, mais créer de nouvelles fibres musculaires, ça nous est impossible, en tout cas dans l'espèce humaine. Donc ces cellules musculaires, fibres musculaires, sont associées en faisceaux qui sont rendus solidaires par un tissu de soutien, un tissu élastique qui maintient cet organe cohésif. Et comme toutes les cellules de l'organisme, il faut se les représenter, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la discipline, comme de grands sacs contenus dans une membrane. Chaque cellule de notre organisme a une membrane, à l'intérieur desquelles il y a des compartiments, il y a des noyaux, et donc là on a des cellules qui sont très longues et qui ont d'innombrables noyaux, et puis à l'intérieur de ces cellules, il y a de la place qui a été ménagée pour du matériel contractile. Et ce matériel contractile, il faut se le figurer comme des petits cylindres mis les uns derrière les autres qui forment ce qu'on appelle des myofibrilles. Donc si vous coupez de façon transversale, comme sur la diapositive qui est projetée, une cellule musculaire, la cellule musculaire, elle est entourée en blanc, et à l'intérieur, vous voyez ces tuyaux faits de petits cylindres composés de sarcomères ou matériel contractile, et c'est ça qui donne le caractère strié de la fibre musculaire, puisque quand on regarde ce muscle au microscope, on voit la striation liée par ces sarcomères. Et la particularité, c'est que ces myofibrilles, ce matériel contractile, a la capacité de se réduire en taille, de se contracter, ce qui va faire contracter la fibre, puis contracter toutes les fibres, et donc réduire la longueur du muscle, et ainsi supporter la force et le mouvement. Alors comment se construit ce muscle ? Très rapidement, on pourrait passer 2 heures sur la myogénèse, je vais vous épargner ça, mais cette fibre musculaire, elle se construit, elle est la résultante de la fusion de petits éléments cellulaires individuels, des cellules qui sont grosso modo 2 fois la taille d'un globule blanc, 20-30 micromètres de diamètre, qu'on appelle des myoblastes. Et ces myoblastes sont des cellules sphériques qui vont se mettre les unes à côté des autres, s'aligner, fusionner et former des petits tubes. Si vous mettez des sphères les unes à côté des autres, vous obtenez un tube, ça s'appelle des myotubes, et ces myotubes vont grossir, se différencier, fabriquer le matériel contractile dont j'ai parlé, les myofibres, et puis ça va s'accrocher de tendon à tendon, et ça c'est ce qui se passe lors du développement, très tôt dans le développement, puisque dès la 4e semaine du développement, on a des vagues de myoblastes et de myotubes qui colonisent chez l'embryon l'ébauche des membres. 4e semaine du développement, c'est très tôt, puisque l'implantation de l'embryon dans l'utérus, c'est 1 semaine, donc on est juste 3 semaines après. Alors, à l'âge adulte, ce tissu a la capacité de se maintenir. On a vu qu'on avait une perte en fibres musculaires, mais c'est un tissu qui a des grosses capacités de maintenance et de régénération. Et ça, c'est supporté par une population de cellules hébergées dans le tissu musculaire, qui sont des cellules souches résidentes, qu'on appelle les cellules satellites. Alors ça fait pas très longtemps qu'on connaît l'origine des cellules satellites, puisqu'elles ont été décrites en 1961 par un chercheur américain qui s'appelle Morrow, et qui a décrit une population de cellules, 7 à 10 cellules, grosso modo, par fibre musculaire, à quelques exceptions près, collées sur la fibre, et qui passent leur temps, en fait, à regarder et à attendre les dégâts de la fibre musculaire. Comme on abîme une fibre musculaire, imaginez-vous une baguette de verre, vous faites tomber cette baguette de verre, elle va se fracturer en plein de petits morceaux, il y aura des morceaux de grosse taille qu'on va pouvoir préserver, et puis il y aura des tout petits morceaux qui vont être éliminés par le système inflammatoire, et ensuite ces cellules satellites vont s'activer, elles vont aller récupérer les morceaux de la baguette de verre brisés, ceux qui sont de taille conséquente, et puis faire une espèce de colle là où il manque de la matière, et reformer la fibre musculaire. C'est comme ça qu'on répare les fibres musculaires pendant la croissance et à l'âge adulte et jusqu'au dernier moment de la vie. Tout en gardant à l'idée qu'on n'aura pas plus de fibres musculaires que le nombre initial, puisque je vous ai dit que ce nombre était fini, qu'on pouvait en perdre mais pas créer de nouvelles. Le bodybuilder, par exemple, ne fait pas plus de fibres musculaires, il a juste des fibres musculaires plus grosses parce qu'il met plus de protéines et plus de matériel contractile à l'intérieur. Alors, ces cellules qui soutiennent le mouvement, comment fonctionnent-elles? De façon très schématique. Le tissu musculaire strié squelettique est en contact quasi direct
avec le système nerveux et il répond à une commande motrice volontaire. Donc c'est un ordre qui part du cerveau, du cortex frontal du cerveau, qui va cheminer le long de l'axone d'un neurone du cortex cérébral, faire relais dans la moelle épinière, et dans la moelle épinière, il y a un autre grand neurone spécialisé qu'on appelle le motoneurone, qui lui va projeter un prolongement sur la fibre musculaire. Motoneurone projetant sur un petit groupe de fibres musculaires. Et à ce moment-là, ce qui supporte le mouvement, c'est premièrement un message nerveux, donc on a un influx nerveux sous la forme d'une dépolarisation, donc un message électrique qui parcourt le neurone, et à l'extrémité de ce neurone, dans une zone de proximité et de contact quasi intime avec la fibre musculaire, on a libération d'une molécule chimique qui s'appelle l'acétylcholine. Cette molécule chimique est libérée au contact de la fibre musculaire, elle va se fixer sur un récepteur, sur la fibre musculaire. À ce moment-là, le potentiel de membrane, donc le potentiel électrique de la fibre va changer, ce qui va entraîner la libération massive de calcium à l'intérieur de la fibre musculaire. Ce calcium rentre dans les myofibrilles que je vous ai décrits précédemment, donc succession d'appareils contractiles, et tous les sarcomères, toutes les protéines contractiles changent de conformation, puisqu'elles ont une tête et une queue. La tête bascule, le sarcomère se réduit en taille, en longueur, et la cellule, tous les sarcomères à l'unisson se contractent et la cellule diminue. Et donc ça supporte, je vous l'ai dit précédemment, la force et le mouvement. Alors, important à retenir, et puis on va y revenir tout au long de cette table ronde et aussi de la journée, le muscle, ce n'est pas seulement l'organe qui sous-tend le mouvement, mais c'est aussi de très nombreuses autres fonctions qu'on a évoquées depuis le début de la matinée. C'est une incroyable réserve d'énergie, en particulier de sucre. C'est un organe qui sécrète des molécules trophiques pour d'autres organes, et on abordera ce concept de myokine. C'est un organe qui peut sécréter des molécules anti-inflammatoires et qui peuvent contrecarrer ou balancer l'effet de certaines maladies. Et s'il y a quelque chose à retenir et qu'il faut retenir de ces journées, c'est que c'est un organe extrêmement plastique, et donc on peut le moduler, on peut le façonner, on peut le maintenir en bon état. Et je vais donc laisser les experts de cette table ronde de nous parler de l'importance du muscle tout au long de la vie. Merci beaucoup. Alors, j'appelle maintenant les experts donc, de la table ronde « Le muscle tout au long de la vie » à venir me rejoindre. Bon, bah, écoutez, bienvenue à tous les 5. Je vais faire quelques présentations. Alors, je vais commencer par le professeur Béatrice Duberne. Bonjour, vous êtes pédiatre nutritionniste et gastro-entérologue à Trousseau, l'hôpital Trousseau à Paris. Vous n'en faites pas, ça va marcher tout seul. Je pense qu'ils vont nous aider. Alors, Aude Queneau, qui est là, cadre supérieur de rééducation à l'hôpital La Porte Verte à Versailles. Et vous êtes aussi donc conseillère nationale de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. On parlait des kinés tout à l'heure. Et donc, chose promise, chose due, on va en parler. Alors, avec vous, Claire Paquet, qui est juste à côté. Alors, vous êtes chef du centre de neurologie cognitive à Lariboisière, à l'hôpital Lariboisière à Paris. Et puis, nous avons également avec nous Cédric Moreau, tout au bout. Cédric, vous êtes directeur de recherche INSERM à l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires de Toulouse. Vous êtes venu spécialement pour ces assises du muscle. Et je termine les présentations par monsieur Didier Miraton. Alors vous êtes entrepreneur et vous avez notamment été gérant du groupe Michelin. Voilà, donc alors ce que je voulais partager avec vous, c'est que évidemment lors de cette table ronde, on va évidemment parler du muscle des enfants, des adultes et des personnes âgées. C'est tout simplement tout au long de la vie. Je vous proposerais bien donc pour débuter après l'intéressant propos introductif du professeur Chrétien, on pourrait finalement avec vous, docteur Moreau, découvrir une capacité donc peu connue. En tout cas du grand public que je représente ici, ignorant, on pourrait apprendre quelque chose, une capacité de ces cellules musculaires. Alors expliquez-nous un petit peu ce dont il s'agit. Est-ce que c'est un secret? Est-il bien gardé? Allez-y. Oui. Donc, merci de m'interroger sur ce point.
Donc le muscle a plusieurs secrets. On a vu, il y a une affiche dans le hall d'accueil, mais celui-là n'avait pas été dévoilé jusqu'au propos introductif de Fabrice Chrétien, c'est qu'il est capable de produire, de dialoguer avec les autres organes de l'organisme en fait. Et lorsqu'on le met en mouvement, qu'on le force à se contracter, il va libérer des substances qui peuvent relayer les effets bénéfiques de l'exercice en santé, donc en prévention d'un certain nombre de troubles ou de maladies. Et donc, si on revient par exemple sur ce qui a été dit précédemment, par exemple dans le cadre de la dépression, le muscle, lorsqu'il se contracte, on sait qu'il peut libérer des substances, des facteurs neurotrophiques, des facteurs anti-inflammatoires qui vont avoir la capacité de protéger des zones particulières du cerveau qui sont, on va dire, altérées dans la dépression. Alors, je peux en citer quelques-unes, même si, juste pour l'intérêt général, mais parmi ces molécules, donc, il y a le BDNF, qui est un facteur neurotrophique qui est produit par le muscle, mais qui est aussi modulé pendant l'exercice au niveau de zones spécifiques du cerveau, en particulier une zone qu'on appelle l'hippocampe, qui est impliquée dans la dépression. Il y a aussi l'irisine, la catepsine B. Donc, en fait, on voit que le muscle peut produire tout un tas de substances qui vont avoir des effets bénéfiques contre les pathologies mentales. Et d'ailleurs, je vais revenir sur l'expertise collective INSERM qui avait été restituée en 2019, à laquelle on avait participé avec certains collègues, dont François Carré, qui interviendra cet après-midi dans la table ronde, dans laquelle on était arrivé à une conclusion qui a été évoquée ce matin, mais que l'activité physique pourrait être aussi efficace comme médicament dans la prise en charge de la dépression, et qu'elle pourrait même être prescrite en première intention. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, de la même manière, on comprend aussi qu'avec cette capacité du muscle à produire des substances en réponse à la contraction, donc au mouvement, eh bien, on va avoir des bénéfices aussi sur tout un tas de fonctions physiologiques, donc le système immunitaire, le système ostéo-articulaire, le muscle lui-même, puisqu'il peut produire des substances qui vont aider aussi à la réparation, à la régénération quand il y a des petites lésions, comme on l'a entendu, mais aussi dans un domaine dont on reparlera, je suppose, après, qui est les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Oui, tout à fait, on va en parler. Voilà, on sait que l'activité physique, c'est au moins dans ces pathologies-là qu'elle est très efficace, voire la plus efficace. C'est tout à fait intéressant. Alors, je me permets juste une remarque vraiment du côté du public. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout cette capacité de produire des substances de la part du muscle. Et ça me fait penser que finalement, peut-être que les spécialistes du muscle que vous êtes, vous attendez vous savez, le bouquin qui avait fait tellement pour qu'on connaisse notre intestin, qui s'appelle l'intestin, le deuxième cerveau. En fait, il faudrait informer le public qu'en fait le muscle est quelque chose qui est un organe de dialogue, et ça, je pense que personne ne le sait. Oui, alors on commence ça s'apprend à l'école. On commence à le savoir, c'est-à-dire que c'est pas une fonction qui a été identifiée parmi les premières. On a entendu parler de tissu support, tissu nécessaire au mouvement, fibres, excitation, contraction, donc des mots qui reviennent beaucoup en myologie. Maintenant, on s'est rendu compte depuis maintenant les années 60 que ce muscle, il pouvait potentiellement avoir une fonction endocrine, comme d'autres organes. Et en fait, comment on s'en est rendu compte, c'est que c'est par des expériences donc, chez le modèle animal, expérimental, mais si on transfère par exemple du plasma de souris entraînées à des souris non entraînées, sédentaires, on est capable de transférer une partie des bénéfices de l'exercice sur le cerveau, sur les muscles, sur l'immunité, sur les vaisseaux. Ouais, c'est vraiment fascinant. Mais écoutez, merci beaucoup. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'enfance. Avec vous, Béatrice Duberne. Alors, au premier âge de la vie et donc dans l'enfance, on a bien compris maintenant qu'il est nécessaire de faire fonctionner ces muscles et de bien les nourrir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Écoutez, déjà, je vais commencer en disant que l'enfant est un individu en pleine croissance, de la naissance jusqu'à 18 ans, avec des besoins très particuliers, et en particulier des besoins de développement du squelette, du muscle et de tous les organes. Donc, pendant toute cette période de développement, il y a deux périodes clés, je dirais, dans l'enfance, qui sont le petit enfant jusqu'à, on va dire, les 3 premières années de vie, surtout la première année, et ensuite l'adolescence,
où là, il y a des besoins de croissance extrêmement importants. Hein, c'est au moment où il y a le pic de croissance pubertaire. Et donc, les besoins nutritionnels vont être importants du fait du développement du corps, de l'augmentation de la masse musculaire, la masse osseuse, etc. Donc, tout au long de l'enfance, on va devoir bien nourrir ce corps de façon adaptée. Et les apports, notamment en protéines, mais aussi en fer, vont être très, très importants tout au long de l'enfance. Mais pas que, hein, il y a aussi besoin de lipides, il y a aussi besoin de glucides. Les protéines ne sont pas le nutriment majeur, mais sont très, très importants. Voilà. Ouais. Et ça, c'est tout au long de l'enfance, avec des périodes vraiment spécifiques et des besoins nutritionnels très spécifiques qui sont maintenant définis. Par exemple, chez le petit enfant, vous pouvez nous donner un exemple de ce qu'il est bon de faire, par exemple ? Alors, en termes de protéines, par exemple? Oui, en général, oui. Alors, c'est un peu compliqué de vous expliquer toute l'alimentation de zéro, voilà. Mais bon, pendant les 6 premiers mois de vie, et de toute façon, c'est le lait qui est le plus important, et on va dire l'allaitement maternel, hein, le lait maternel qui est l'aliment le plus adapté, en fait, aux besoins de l'enfant. Lorsque l'allaitement maternel n'est pas possible, alors on peut passer sur des préparations pour nourrissons qui sont tout à fait adaptées avec des recommandations, des normes européennes et qui sont très bien. Donc si on suit ces recommandations-là, la croissance de l'enfant va être tout à fait normale. Et puis il y a une période à partir de 4 à 6 mois où il y a ce qu'on appelle la diversification, où on va apporter d'autres aliments autres que le lait, qui vont être notamment des produits poissons, produits carnés, de l'œuf, on va introduire les légumes, enfin bon, tout ça se fait très très progressivement à partir de 4 à 6 mois et pour certains aliments on peut aller jusqu'à 12 mois. Donc on voit bien qu'en fait l'alimentation doit être adaptée tout au long de l'enfance en respectant un certain nombre de conditions qui vont dépendre de l'âge de l'enfant. D'accord. Et les besoins musculaires des ados, par exemple? Alors, au moment de l'adolescence, les besoins augmentent, principalement du fait de l'augmentation de la masse musculaire, hein, secondaire au pic de croissance pubertaire. Je vous rappelle qu'au moment de l'adolescence, les jeunes peuvent prendre 20 à 25 cm hein, en quelques années. Oui. Donc on voit bien qu'il y a des besoins en protéines qui augmentent de façon importante pour produire la masse osseuse, produire la masse musculaire, etc. Et donc, on va monter à pratiquement 1,5 g par kilo par jour de protéines. Il y a des besoins qui sont augmentés, mais pas qu'en protéines. C'est la même chose pour les glucides, les lipides. Oui, puis pour les nutriments. En fait, tout augmente. La vitamine D, le calcium. Les oligo-éléments, les vitamines. Parce qu'en fait, c'est vraiment le moment où la construction du corps est vraiment très, très importante. Et on sait que, par exemple, au niveau de l'os, que la masse osseuse est produite au moment du pic de croissance pubertaire, mais que la fixation du calcium, qui va permettre en fait la solidité du squelette, c'est jusqu'à 20 ans en fait. Hein. Donc même après que le jeune ait atteint sa taille définitive. Et ça, en fait, souvent les parents ne le savent pas, et donc on pense que voilà, il a fini de grandir, c'est terminé, pas besoin de faire attention à la nutrition. En fait, non, il faut continuer jusqu'à 20 ans et insister notamment sur les apports en calcium. D'accord. On poursuit un petit peu sur ce terrain de la nutrition. Alors cette fois-ci peut-être de l'autre côté. On sait qu'on a un problème quand même très sérieux en France et ailleurs hein, également de surpoids et d'obésité. Donc là il y a un jeu pour le muscle aussi de prévention de ce qui sont clairement des pathologies. Tout à fait. Donc là, actuellement, les derniers chiffres, hein, on estime qu'il y a à peu près 20-25% d'enfants qui sont en excès de poids. Donc ça inclut le surpoids et l'obésité. Ça, c'est quand même important de faire la différence entre les deux, puisque l'obésité stricto sensu, ça concerne à peu près 5% des enfants. En revanche, le surpoids, qui est le niveau un peu en dessous, est plus important. Peut-être qu'on peut juste rappeler... non, mais c'est juste une précision. Surpoids, on se fonde toujours sur le BMI pour vous? Oui, tout à fait. Donc, on utilise l'IMC, pardon, de masse corporelle, en français. Voilà. Oh là, c'est pas donc bien. Chez l'adulte, on va parler de surpoids, d'excès de poids lorsque l'IMC est au-dessus de 25 kg par mètre carré et d'obésité lorsqu'il est au-dessus de 30 kg par mètre carré. Je rappelle juste, l'IMC, c'est le poids en kilos divisé par la taille en mètres carrés. Voilà. Mais
Bon, après, on pourra parler des limites de l'IMC, mais voilà. Bon, oui, chez l'enfant, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Chez l'enfant, on doit en fait se reporter aux courbes d'IMC qui sont présentes dans tous les carnets de santé, parce que de la même façon que l'enfant grossit et grandit de 0 à 18 ans, l'IMC en fait évolue de 0 à 18 ans. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de se reporter aux courbes, et on a des courbes qui ont été définies au niveau international d'un groupe de travail qui s'appelle les courbes IOTF. Et donc, on va pouvoir voir si l'enfant se situe au-dessous de la courbe IOTF 25, qui correspond au niveau du surpoids. Très bien, ouais. Et donc, je suppose que donc, cette action nutritionnelle pour effectivement éviter tout surpoids et toute obésité, ou en tout cas la limiter. Est-ce que vous voyez, vous, en consultation, des personnes, des ados qui ont des problèmes avec l'activité physique? On en a un peu parlé, mais j'aimerais aussi avoir votre retour là-dessus. Alors, c'est sûr que là, suite au confinement, on en a déjà beaucoup parlé. Ouais. Il y a quand même des chiffres qui ont montré une augmentation de la prévalence du surpoids chez les petits-enfants, notamment en maternelle. Il y a une étude qui a été publiée dans le Val-de-Marne, qui a montré vraiment une augmentation nette de la prévalence de l'excès de poids chez les enfants à l'entrée en maternelle. Donc, il y a eu un vrai effet, je pense, du confinement sur la balance, on va dire, entre l'alimentation et l'activité physique. Et pour moi, c'est principalement lié à l'arrêt brutal de l'activité physique de ces enfants pendant le confinement, et puis peut-être une difficulté à reprendre une activité physique à la sortie des confinements. Enfin, quand on voyait les parents, ils étaient tous très très inquiets à la sortie du confinement, de sortir dans les parcs, de refaire des choses. Les gymnases, il fallait mettre un masque. Donc c'était vraiment très très compliqué en fait pour les familles et pour les petits-enfants de reprendre une activité physique. Et je pense en grande partie, à mon sens, cette augmentation de la prévalence du surpoids est liée à ça. Et on va voir en fonction de ce qui va se passer dans les prochaines années, puisqu'on les enfants ont repris une activité physique, ça les scientifiques vont pouvoir documenter ça effectivement dans le futur, mais c'est vrai que c'est important de le préciser, puisqu'on a beaucoup dit que tout le monde, alors les gens avaient grossi parce qu'ils s'étaient rués vers leur frigo, mais pas forcément, ils se sont surtout empêchés de sortir, et ça je crois que c'est vraiment important de le dire. Je rappelle juste que pendant le confinement, il y a énormément de gens qui se sont remis à faire la cuisine, qui faisaient attention à ce qu'ils faisaient. Exactement. Parle beaucoup, voilà. Et donc, je crois que c'est vraiment l'arrêt de l'activité physique qui a été, par contre, beaucoup plus délétère que l'alimentation. Enfants et adultes, peut-être aussi, puisqu'on va maintenant parler des adultes. Je voudrais vous demander, Cédric Moreau, donc là, on est vraiment au milieu de la vie. Il y a en France, malheureusement, des prévalences importantes des maladies cardiovasculaires et métaboliques dont on vient de parler. Donc, vous, en tant que chercheur, vous avez certainement, pouvez nous décrire un petit peu cette situation et peut-être aussi les moyens d'y pallier. Oui, alors, je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit. Pendant le confinement, c'est sûr que le niveau d'activité physique a diminué et ça a été un contributeur probablement de la prise de poids chez ces enfants. Et chez les adultes, c'est le même constat, à part quelques rares exceptions de personnes qui ont fait un marathon sur leur balcon. Voilà. La plupart d'entre nous, si on regarde les objets connectés comme les montres, etc., on sait qu'on nous a contraints, donc on a fait moins de mouvements et moins de pas, par exemple. Donc ça, c'est un premier constat. Et pour citer quelques chiffres chez l'adulte, donc l'obésité, c'est environ 17,5%, des chiffres assez récents. Mais le surpoids et l'obésité ensemble, c'est près d'une personne sur deux. Donc on commence à atteindre des niveaux relativement importants. Si à ça on rajoute le fait qu'en plus on vieillit, donc on voit qu'on impose une contrainte importante sur notre organisme, mais aussi sur quelque part nos muscles, puisque l'âge a un effet sur le muscle, mais aussi l'obésité et les maladies associées, en particulier le diabète de type 2, ont des effets importants sur le muscle. Donc ce qu'on fait à Toulouse, c'est qu'on essaye de trouver des stratégies pour prévenir
les effets délétères de l'obésité, en particulier dans le développement des complications cardiovasculaires et du diabète. Et donc on s'intéresse à l'activité physique avec le muscle à l'interface des deux. Et c'est ainsi qu'on a, par exemple, si je reviens sur la question que vous m'avez posée précédemment, on a identifié qu'en réponse à certaines modalités d'activité physique, le muscle pouvait produire des substances qui avaient des effets bénéfiques pour la prévention du diabète ou qui avaient des effets bénéfiques pour mobiliser les réserves lipidiques à partir de la graisse, donc du tissu adipeux, mais aussi faciliter leur utilisation par les muscles. Donc ça, c'est des travaux qu'on a publiés assez récemment. Et puis après, pour faire écho à ce qu'a dit en introduction Claudie Aigneret, on utilise aussi des modèles en lien avec, donc c'est des projets en lien avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et le CNES, puisqu'on a la chance d'avoir l'Institut de physiologie et médecine spatiale à Toulouse, donc qui est la clinique spatiale, dans laquelle on fait des études d'immobilisation. Ah oui, c'est vous qui avez recruté des volontaires pour, voilà, pour ça. Il y a actuellement une campagne de bed rest de 60 jours chez des hommes. Donc là, on n'est pas chez des patients, donc des gens avec une pathologie, on est chez des volontaires sains. Vous êtes chez des volontaires gens avec sains, une bonne condition physique, un niveau d'activité physique assez important. Est-ce que vous avez eu beaucoup de candidats? A priori, là, la campagne de recrutement est bouclée, donc on est en pleine investigation. Très bien, très bien. Et donc, on se sert de ces modèles-là comme des modèles de sédentarité un peu extrême, oui, bien sûr, qui récapitulent exactement ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on a un déconditionnement cardiovasculaire et métabolique, on a un déconditionnement musculaire, et donc là, on essaye de comprendre les mécanismes, comment ça marche, et surtout comment on peut le contrer. Voilà, donc ça a des applications, et bien sûr en médecine spatiale, pour les astronautes, maintenir leur santé, leur performance, mais ça a aussi des implications en santé publique pour les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Juste une question annexe. Dans le monde, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent sur ces thématiques-là, je suppose. Pardon ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent sur cette thématique? Il y en a quelques-unes en France et puis il y en a quelques-unes à travers le monde. Sur ce protocole-là, il y a par exemple 14 équipes de recherche qui sont impliquées actuellement, donc des équipes essentiellement européennes, mais donc c'est des projets internationaux et on essaye d'avoir des approches relativement holistiques, c'est-à-dire que bien sûr on s'intéresse aux muscles puisque c'est le cœur de notre activité d'équipe, mais il y a d'autres équipes qui s'intéressent à l'os, aux nerfs optiques, au cerveau, etc., parce que dans ce cadre-là, il y a différentes adaptations physiologiques à la microgravité qui font que l'organisme est mis à rude épreuve. Et je pense que cet après-midi, le professeur Bigard et Malgoire vont en reparler. On va évidemment aborder ces questions-là cet après-midi. Alors, Aude-Queneau, on parle d'exercices pour les enfants, pour les adultes. J'aimerais avoir votre opinion, votre regard de kiné sur cette activité physique qu'il faut faire. En quoi vous êtes promoteur de ces activités, enfants, adultes? On parlera des personnes âgées un petit peu plus tard. Okay. Donc, merci de me donner la parole. On va suivre l'ordre chronologique, donc on va reparler un petit peu de l'enfant. Oui. Et c'est vrai que chez l'enfant et tout au long de la croissance, pour que le développement soit harmonieux, il faut qu'il y ait certes des stimulations musculaires et aussi un développement de la coordination motrice. Alors pour faire un clin d'œil au quiz, donc c'est l'enfant qui va apprendre à stimuler, à coordonner ses plus de 600 muscles, et ça va permettre des acquisitions fondamentales qui sont déjà la tenue de la tête, puis le fait que l'enfant arrive à se tenir debout de manière stable, ça va permettre la marche et après les activités de préhension au niveau du membre supérieur. Et cette phase est importante parce que l'enfant va ainsi découvrir son environnement avant de devenir un acteur. Alors chez l'enfant, ce qui est important aussi, même si on en parle un petit peu moins à mon sens, c'est le développement des expressions du visage, qui sont un critère extrêmement important dans les relations sociales et qui sont liées aussi aux stimulations des muscles. Et également le fait qu'avec la croissance, avec l'apparition de la dentition, les muscles de la mastication, de la déglutition vont amener à une alimentation qui va se normaliser.
Chez le petit enfant, il est recommandé, alors petit enfant, on va être dans la tranche 1-4 ans, il est recommandé à peu près 3 heures d'activité. Alors, ce n'est pas de l'activité physique intense, mais c'est de l'activité physique variée, diverse et essentiellement ludique. Et chez l'enfant, on va dire entre 5 et 17 ans, c'est une tranche beaucoup plus large, il est recommandé 1 heure d'activité, on va dire, modérée à intense. Et pour simplifier, ça veut dire 1 heure par jour où l'enfant doit transpirer. Et je crois qu'effectivement, on n'est pas tout à fait en fonction des tranches d'âge dans ces normes-là. L'autre point, c'est qu'on va différencier donc l'adulte et l'enfant. L'enfant n'est pas un petit adulte et son squelette est différent tant par son anatomie que sa biomécanique. Comme vous le savez, il va y avoir des zones de croissance, des apophyses de croissance. Il va y avoir aussi, ce qui est important, des angles au niveau des hanches et des genoux qui vont évoluer de façon physiologique, mais qui ne sont pas les mêmes chez le petit enfant et chez l'adulte. Et c'est la mise en charge, c'est l'activité, la stimulation musculaire qui va permettre une croissance, on va dire, harmonieuse. Alors moi, je suis kiné, donc je suis plus dans la pathologie peut-être que dans les muscles classiques. Et lorsqu'il existe une hypoactivité, alors je vais dire liée à des pathologies, je vais prendre 2 exemples. Un enfant polyhandicapé qui ne va pas acquérir la station debout, la station érigée, va avoir par exemple une densité osseuse qui va être faible avec des risques secondaires et également une absence d'évolution de ces angles au niveau des hanches par exemple qui va entraîner bien sûr des douleurs mais également des risques de luxation, de subluxation au niveau des hanches et qui va entraîner un vrai traitement orthopédique voire chirurgical. Chez un enfant, par exemple, également qui présente une diplégie spastique, un AVC ou une paraplégie, là aussi, il va y avoir des anomalies parce qu'il va y avoir des muscles qui vont être faibles, il va y avoir des muscles qui vont être spastiques, qui vont avoir tendance à se rétracter. Et cette rétraction va s'accentuer parce qu'en même temps, l'os continue à grandir. Là, j'insiste justement sur le rôle de la kinésithérapie, qui va reproduire, on va dire, pas de façon artificielle, mais des stimulations à la charge, des stimulations mécaniques, pour permettre à ces enfants, en fait, d'arriver à leur fin de croissance avec un squelette, avec un tissu, je dirais, musculo-squelettique de qualité et surtout sans déformation orthopédique, qui est vraiment la chose importante. Voilà. Alors, l'hyperactivité chez les enfants, ça arrive un petit peu plus tard chez les enfants extrêmement sportifs. C'est à partir souvent de la préadolescence. Oui. Là, il y a des pathologies un peu spécifiques parce que le tissu musculo-tendineux est plus fort que les apophyses de croissance. Et là, on peut constater des inflammations de certaines zones au niveau des genoux, du talon, de la hanche, qui peuvent aller jusqu'à l'arrachement osseux directement et qui sont modulées souvent par des périodes de repos, de diminution de cette activité sportive. Donc l'objectif chez l'enfant, globalement, en dehors des croissances naturelles et harmonieuses, c'est de prévenir la qualité de ce tissu musculo-squelettique et d'amener à un corps d'adulte avec le moins de déformations orthopédiques possible. Je comprends bien. Et concernant les adultes, alors là, vous... Alors, chez les adultes, je dirais que le fait de faire de l'exercice physique classiquement a beaucoup d'avantages. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet d'augmenter la force musculaire, d'augmenter la masse musculaire. Ces phénomènes vont permettre de mieux protéger les articulations, donc d'éviter les blessures. Ça va éviter aussi toutes les douleurs articulaires qu'on commence à connaître à partir de 30, 40 ans, on va dire. Ça permet de maintenir son poids de forme, c'est vraiment ce qu'on appelle le poids de forme, et ça permet aussi bien sûr de développer, de travailler le système cardio-respiratoire. Alors on en a parlé un peu ce matin, je crois que les effets aussi bénéfiques, immédiats, mais un peu plus généraux, ça va être une amélioration de la concentration, ça va être une amélioration de la qualité du sommeil, et aussi une moindre perception des facteurs de stress ou d'angoisse. Donc chez l'adulte sain, il y a toutes des bonnes raisons pour pratiquer une activité. Tout à fait. L'autre point aussi qui me paraît important, c'est cet aspect préventif de l'activité physique chez l'adulte, sur les maladies chroniques, on va dire, non transmissibles, comme par exemple l'hypertension artérielle, comme par exemple le diabète de type 2. Et lorsqu'on avance un petit peu en âge, avoir un effet préventif aussi sur l'apparition de l'ostéoporose, sur le déclin cognitif. L'autre point aussi, c'est qu'il existe une pathologie, alors ça a été abordé ce matin aussi par exemple dans les cancers du sein, il y a de plus en plus des soins de support qui sont mis en place au cours desquels il y a des activités physiques et qui permettent de limiter les récidives.
Dans les éléments aussi de prévention, ce qui me paraît important de développer dans ces pathologies, c'est l'amélioration de la qualité de vie lorsqu'il existe un handicap, que ce soit une bronchite chronique obstructive, que ce soit un AVC. Et cette amélioration de la qualité de vie, elle va être liée certes à la moindre dépendance physique, donc à l'activité musculaire et à l'activité fonctionnelle, mais aussi au fait que ces patients avec un handicap vont garder des relations sociales et vont avoir une meilleure estime de soi. Et ça me paraît extrêmement important chez l'adulte, qu'il soit sain ou avec une pathologie. Oui, c'est tout à fait important. Je vais juste vous demander une autre question qui fera d'ailleurs la transition avec la prise de parole de M. Miraton. Est-ce que dans votre pratique de kiné, qu'est-ce que vous voyez de ces fameux troubles musculo-squelettiques qui sont dus à certaines postures au travail, dont on parle quand même beaucoup? Oui, alors c'est vrai qu'on en voit beaucoup, alors que ce soit des douleurs d'épaule, des tendinopathies, des lombalgies, etc. Ça peut lier être à une activité sédentaire, où on reste trop longtemps assis, on est mal assis, ou le clavier est mal réglé. On le retrouve dans les activités physiques répétitives, qui utilisent beaucoup les membres supérieurs, chez les personnes qui portent des charges ou qui font des activités. Là, je crois que d'une part, il faut les traiter, les soigner, par un traitement médical et un traitement kinésithérapique. Et si on veut éviter que ça se reproduise, il faut aussi modifier leur poste de travail. Voilà. Et ça paraît vraiment le vrai traitement. Voilà, donc c'est très important. On va en parler avec vous, Monsieur Miraton, maintenant. Effectivement, finalement, la préservation de nos capacités musculaires et de notre bon fonctionnement corporel en situation de travail. Donc vous êtes entrepreneur et puis vous avez géré le groupe Michelin, qui est un groupe industriel que tout le monde connaît et où il y a effectivement des usines, des charges et aussi des bureaux d'études et des gens qui passent leur journée sur des écrans. Quelle est votre expérience? Peut-être vous donner quelques ordres de grandeur. Alors, oui. Je ne parlerai pas spécifiquement d'une entreprise, mais plus généralement dans cet esprit-là. Premier ordre de grandeur que vous connaissez sûrement, c'est que près de 90% des maladies professionnelles sont liées à des troubles musculo-squelettiques. C'est considérable. C'est plus de 40 000 personnes par an qui entrent, je dirais, dans cette catégorie-là d'une forme de handicap. On voit aussi d'ailleurs on parle de santé, mais il faut aussi parler d'accidentologie, de sécurité au travail, qui est encore, j'allais dire, plus immédiatement dramatique. 20% des accidents de travail sont liés en général à des maux de dos, des situations physiques, je dirais, qui se dégradent rapidement. Et enfin, peut-être dans ce diagnostic général, alors c'est très difficile de parler des entreprises parce que leur variété, leur champ d'activité ne se prête pas du tout à la généralisation et j'aurais surtout pas cette ambition-là. Donc j'essaye plutôt de témoigner et de donner des ordres de grandeur. Mais point numéro 3, il y a en gros 10%, ce que nous disent les médecins du travail, des cas avérés, déclarés de ce que sont en réalité les souffrances musculo-squelettiques. C'est-à-dire que 10% des gens qui ont plus de 50 ans qui le déclarent, 20% probablement au-dessus, ce qui veut dire que la partie immergée de l'iceberg est absolument considérable. On parle d'une population extrêmement large. Alors avec évidemment des gravités qui sont différentes et des caractères de souffrance et d'invalidation qui ne sont pas les mêmes. Mais enfin, on parle vraiment d'un sujet, voire peut-être du sujet de santé publique. Oui, tout à fait. Oui. Et dans cette description générale, et je viendrai ensuite à évidemment ce que l'industrie peut et doit faire, il y a aussi un lien extrêmement fort entre le stress et les troubles musculo-squelettiques. Et on voit une très forte corrélation entre les troubles psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques, qui sont liés à plein de causes, mais ne serait-ce que des causes simplement physiologiques. Je ne suis pas médecin, vous en parlerez mieux que moi, mais un corps stressé et tendu, évidemment, s'abîme plus facilement. Et à l'inverse, d'ailleurs, on voit que quand on pratique une activité physique, dans l'activité professionnelle, je veux dire, on arrive à résoudre des problèmes psychosociaux forts. Donc on a un paysage qui est vraiment un paysage majeur de santé publique sur une population, bien sûr, qui vieillit. Alors pour venir à des choses peut-être un peu plus spécifiques, je parlerai évidemment de ce que je connais et puis de ce que je côtoie.
Je connais l'industrie, et pour moi l'industrie c'est des usines, donc c'est une définition extrêmement réductrice de l'industrie, surtout dans ce pays dont on parle souvent de la désindustrialisation. Ce que je dirais là, sans angélisme, c'est que l'industrie est en route. Je l'ai vu personnellement de manière extrêmement forte, et en tant que patron là-dessus, sur la sécurité, où les taux d'accidentologie au travail dans des usines que je connais, je ne peux pas généraliser évidemment les choses, sont passés de 40, hein, donc un accident avec arrêt par million d'heures, hein, à 10, enfin à 15, à 10 et à 1. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe, je ne généralise pas, hein, des environnements dans lesquels on est capable de travailler pendant des années sans qu'il y ait un seul accident. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Ça prend du temps, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans, c'est extrêmement difficile à maintenir parce qu'il y a toujours une forme de dérive. Et vous voyez bien que le lien que je fais entre accidentologie et troubles musculo-squelettiques, santé au travail sont très liés, ne serait-ce que bien sûr, oui. dans l'alimentation du deuxième, du premier par le deuxième. On peut pas du tout généraliser, hein, tout le monde peut le comprendre. Les entreprises sont extrêmement diverses, mais concernant votre témoignage chez Michelin, donc dans les usines Michelin, hein, comment ça s'organise, cette lutte contre l'accidentologie? J'y reviendrai en conclusion peut-être, mais en fait, cette question-là, c'est une question managériale. Ce n'est pas une question technique. C'est une question managériale. Et donc, l'enjeu dans cette affaire, c'est de promouvoir, de développer une forme de management qui met les personnes au centre. Ce n'est pas une démarche philanthropique. Elle sous-tend en réalité une capacité de recrutement, une capacité d'engagement des personnes. Quand on prend soin du corps des personnes et que ça se voit dans la durée, alors il y a un engagement, il y a une confiance qui se crée. Si on n'a pas ça, ça ne dure pas. Donc on sait bien qu'on a une population qui vieillit. On voit d'ailleurs que parfois les jeunes, c'est assez étonnant, dans les situations difficiles, puisque vous parliez tout à l'heure de gestes répétitifs et de port de charge, ça existe encore évidemment, c'est parfois les plus anciens qui sont capables de le faire et les plus jeunes ne peuvent pas, parce que justement ils n'ont pas l'appareil musculo-squelettique qui le permette. Donc c'est un acte managérial dans lequel il faut mettre l'opérateur, l'opératrice, celui qui fait l'œuvre, hein, l'ouvrier, ouvrier ça veut dire faire l'œuvre, hein, au centre de la préoccupation. Et à partir de là, on fait tomber à la fois les difficultés physiques et le stress. Mais il faut investir. Il faut décider que les postes difficiles sont automatisés. Il faut grader, il faut embaucher des ergonomes. Enfin, je dis on embauche des ergonomes. Un ergonome pour quelques centaines de personnes, ce qui veut dire que dans une entreprise de taille importante, ça fait des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent travailler à la caractérisation et l'amélioration des postes. Alors c'est un peu c'est un cliché, oui et non. On a tous dans l'esprit ces images des usines en Asie où on commence le travail par quelques mouvements de gymnastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est très utile? Est-ce qu'il faudrait le faire ici? Non, moi j'ai une vision effectivement assez mondiale des choses, parce que les usines en Asie, j'en ai connu pas mal. Non, c'est remarquable. C'est remarquable. Un pays comme le Japon, qui est un pays qui a une population relativement âgée, le Japon est exemplaire dans ces domaines-là. Quand vous avez aujourd'hui dans les usines que je connais, la pratique, la préparation physique avant la prise de poste est en place. Alors au début, les personnes se disent pourquoi, comment, il y a une histoire de temps. Enfin, bon, je vous passe les détails sur la manière de la mettre en œuvre. Et après, on en est là, hein, ils le demandent, ils le pratiquent. Et d'ailleurs, on peut même arriver à un système d'excellence où on ne prend pas son poste tant qu'on n'est pas échauffé. Hein. Oui, c'est une activité physique. Bien sûr. Et il y a d'autres éléments, évidemment. Il y a aussi la polyvalence, la capacité à tourner sur les postes. Il ne faut pas laisser les mêmes personnes sur les postes difficiles. Et puis aussi, pour faire le lien
la maladie dont on parlait tout à l'heure, comment accueille-t-on dans les usines des personnes qui ont un handicap et dans laquelle l'activité professionnelle, ne serait-ce que pour leur perspective mentale, sociale, s'intègre dans des postes qui leur permettent de se renforcer, de se développer. Oui, c'est ce que vous dites sur le fait de mettre la personne qui travaille, le travailleur au centre des préoccupations, en tout cas à ce niveau-là. Les usines modernes qui se fondent sur l'excellence opérationnelle, et elles sont effectivement elles sont nées au Japon, hein, mettent les personnes au centre dans une logique de réussite collective durable. Ouais. Il faudra voir si la giga-usine dans le Nord, qu'on nous annonce, vous savez, sur les batteries, on verra comment s'organise le travail, ça peut être intéressant. Je ne peux pas raisonner généralement. Peut-être, si vous permettez, je voudrais engager un deuxième sujet, alors qui n'est pas celui de l'entreprise manufacturière, mais c'est l'évolution du paysage du travail en France. Oui. Et en réalité, on sait tous que l'activité de service, depuis des années, a pris le pas sur l'activité manufacturière. Et l'activité manufacturière, j'en ai parlé. Ce que je prétends sur cette activité-là, c'est que si on a un management qui va bien, en 10 ans, on fait tomber les TMS. Il faut cet horizon de temps-là, mais c'est possible. Maintenant, sur le service, c'est plus difficile, je crois. Je ne suis pas le meilleur spécialiste, mais enfin, je travaille beaucoup avec la Poste, enfin, avec des groupes comme ça qui ont évidemment beaucoup d'activités de service. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité de service aujourd'hui, d'un point de vue physique, elle est aussi exigeante que l'activité manufacturière. Parfois des malentendus là-dessus. Les activités de service sont très exigeantes en matière de répétitivité, en matière parfois de charge. Oui. Elles ont des progrès considérables en cours. Je parle de la Poste, je suis ça d'assez près, sur les mêmes logiques que celles qu'on peut décrire dans l'univers industriel des usines. Oui. Personne au centre, réflexion autour du poste, polyvalence. Bon. Par contre, elle est extrêmement variée, l'activité de service. Et il y a des entreprises beaucoup plus petites avec des personnels dispersés. Et là, on rentre dans une autre difficulté qui est la dispersion. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle d'une usine, c'est facile. Vous avez 5000 personnes sur un même site avec un management continu, des hommes et des femmes qui restent. Donc on peut faire quelque chose ensemble. Quand c'est dispersé, c'est beaucoup plus difficile. Et puis si on va encore plus loin, on touche à la sédentarité. Parce que même dans une industrie, des postes sédentaires, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, dans une usine très, très moderne, il y a beaucoup de machines et des gens qui suivent des machines, qui supervisent des machines, qui les dirigent, qui les corrigent, qui les emmènent. Donc la part sédentaire devient de plus en plus importante. Vous parlez des bureaux d'études. Bon, là, ce que j'observe, c'est des choses assez basiques, mais qui fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'on a des bureaux qui sont adaptables en hauteur. Voilà, c'est ça. On se lève pour travailler. C'est pas extraordinaire, mais encore faut-il en avoir partout. Oui. Travailler debout, faire des réunions debout. Moi, je sais que les réunions que je faisais, on les faisait debout. Ça a plein de vertus d'ailleurs, parce qu'elles sont plus courtes. Mais ça marche. Donc, il y a évidemment tout l'environnement. On parlait de préparation physique avant la prise de poste. Oui, bon, on imagine bien, même si effectivement on ne peut pas prendre son plateau repas devant son ordinateur en courant en même temps sur son tapis, ce que vous évoquiez ce matin. Il y a des contraintes d'organisation du travail qui évidemment sont essentielles. Mais le même esprit que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes, des hommes et des femmes qui sont en bonne santé au travail, c'est la réussite à long terme de l'entreprise. Donc des salles de sport, de l'accompagnement, de la kiné, des choses comme ça au niveau des bureaux. Et puis enfin, et j'arrête parce que j'ai peut-être été un peu long, mais il y a la partie immergée de l'iceberg qui est probablement le drame qui est devant nous. C'est le travail hybride. Oui. 30% des Européens travaillent à domicile. Ou au moins en partie à domicile. Allez en Grande-Bretagne, vous verrez de quoi il s'agit. Et là, on perd le lien. C'est-à-dire que vous n'avez plus de capacité d'intimité, de continuité de relation, de structuration de la relation dans le cadre d'une dans le cadre d'une équipe, de construction de long terme, parce que la confiance, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Oui. Et cet engagement de la personne pour le respect de son corps, que peut lui apporter l'entreprise en retour de l'engagement de la personne à se mobiliser pour l'avenir de son entreprise, on la bâtit plus difficilement. Et on est dans une espèce de paradoxe, en fait,
où on part d'un monde dans nos subconscients où le drame, c'est le travail à la chaîne, pour la faire simple, même si c'est plus du tout ce que ça a dû être quand on regardait les temps modernes, évidemment, dans un autre drame qui est beaucoup plus diffus et beaucoup plus grave, qui est la sédentarité, et le fait de passer 10 heures, 5 heures, 8 heures par jour devant un écran, dans une position assise, on l'a évoqué 1000 fois, et ça, le monde de l'entreprise, puisque c'était là-dessus que vous m'aviez sollicité, il faut qu'il le traite. Donc il le traite dans les bureaux, je pense, mais dans tout ce qui est travail hybride, artisanat, je connais moins, mais je suppose que les choses sont parfois difficiles, auto-entrepreneur, travail à domicile, on va vers d'autres soucis de santé publique qui sont liés au corps et qui sont liés aux muscles, mais qui ne sont pas la surcharge, le port de charge élevé et les gestes répétitifs. Oui, ce qu'on peut résumer, là pour un côté un peu, je dirais, une fonction d'alerte, c'est que c'est vrai que le monde du travail aujourd'hui peut être lourd de danger. Vous évoquiez tout à l'heure les services, et on pense à une profession qui va se développer avec le vieillissement de la population, c'est les gens qui font auxiliaire de vie et qui aident les personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible. Il y a des enjeux physiques et musculaires très importants. Et puis il y a ce que vous dites sur effectivement le télétravail. Le télétravail, c'est quand même un drôle de truc, et c'est pas forcément favorable au maintien de nos capacités musculaires. En tout cas, il faut trouver la manière, dans ce cadre-là, favorable, parce qu'il y a d'autres vertus quand même. Il ne faut pas lutter contre, mais de trouver la manière d'accompagner les gens, et c'est peut-être pas seulement par l'entreprise d'ailleurs, à garder une hygiène de vie qui fasse que il bouge, et effectivement, c'est simplement se lever, marcher, bouger. C'est pas faire des marathons toutes les semaines. Et est-ce que, par exemple, il y a des règlements intérieurs dans les entreprises, c'est le genre de choses qu'on signale qu'il faut bouger ou pas du tout? C'est encore plus précis que ça. Alors après, dans les activités sédentaires, c'est plus compliqué, c'est plutôt une proposition. Oui, d'accord. Parce que l'activité en elle-même, si vous voulez, n'exige pas une compétence, une capacité physique spécifique comme dans une usine. Donc c'est une invitation, c'est un environnement, c'est une gestion des horaires de poste, c'est une capacité à délivrer du temps pour pouvoir trouver ce moment-là. C'est des lieux qui permettent de le faire sans que ça soit compliqué, sans qu'il faille partir. Donc ça, c'est une invitation. Par contre, dans le monde de l'usine, et là je reviens à mon monde, je dirais, particulier, là, c'est plus une invitation, c'est une pratique. Et l'excellence opérationnelle dans l'industrie, c'est les meilleures pratiques sont les pratiques. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas une personne qui déciderait d'entrer dans un atelier sans chaussures de sécurité, elle n'y rentre pas. Et je pense que la préparation physique à des prises de poste procède de la même logique. Tout à fait, c'est très intéressant. Je vous propose de poursuivre notre table ronde et de poursuivre selon la vie. On va parler maintenant des personnes âgées avec vous, professeur Claire Paquet. Alors, on sait quand même, alors vous avez vu le sondage, en fait les gens pensent qu'on commence à perdre de la capacité musculaire à partir de plus de 50 ans. Or en fait, c'est bien avant. Et c'est quelque chose, je le dis humblement, que j'ai appris. Je pensais que c'était effectivement plus tard, moi. Alors, fonte musculaire due à l'âge, maintien musculaire pour se porter bien. Expliquez-nous en quoi c'est très important pour les seniors. Et quand je dis seniors, allez, on va dire à partir de 45 ans, si vous en êtes d'accord. Histoire de concerner un maximum de monde. J'allais justement introduire le propos en disant qu'est-ce qu'une personne âgée? En fait, tout le monde parle de personne âgée, personne ne sait ce qu'est une personne âgée. Absolument, donc, vous avez raison. Administrativement, l'âge gériatrique, c'est 75 ans. Alors, il n'y a pas les 3 mois de l'âge pédiatrique, mais c'est 75 ans. Mais on voit très bien dans notre pratique, alors moi je suis neurologue, que l'âge physiologique est tellement variable. À 50 ans, la personne peut paraître 70 et inversement. Donc si on repositionne le muscle et l'activité physique chez la personne
en deuxième partie de la vie, je pense qu'on peut dire comme ça, Ouais. sans se tromper beaucoup, eh bien, finalement, c'était assez intéressant de suivre le fil de la vie et d'arriver après la structuration sociale et la place de l'activité physique dans la structuration sociale, parce que notre vie musculaire et physique dans la deuxième partie de la vie est la résultante de notre vie. C'est la résultante de comment a été notre nutrition pendant l'enfance et notre activité physique, comment a été notre activité professionnelle, est-ce qu'on a eu affaire à des rééducateurs, est-ce qu'on a eu une scoliose quand on était jeune, etc. Est-ce qu'on a eu des maladies métaboliques? Et puis, quelle a été générationnellement parlant notre position? C'est-à-dire que moi, je prends en charge des maladies neurodégénératives. La moyenne d'âge, elle a 65 ans. Alors, je ne sais pas si c'est vieux ou jeune, mais c'est 65 ans. Et en fonction du niveau socio-culturel de la personne, l'activité physique est complètement différente. Et donc, il faut qu'on réexplique à chaque fois à ces gens pourquoi c'est important. La semaine dernière, j'ai vu un patron d'une grande entreprise où je lui dis, bon, maintenant, il faut se mettre un petit peu à l'activité physique. Il n'en a jamais fait et il s'en vante et il en est content, mais il va très bien. Eh bien, pour lui, c'est une perte de temps. Voilà. Et c'est sa génération d'intellectuels qui a fait des très bonnes études, qui a un très haut niveau. Pour lui, ça, c'est une perte de temps. Donc pourquoi faire de l'activité physique, hein, et il a bien fallu que je lui explique. À 65 ans, on estime environ notre perte musculaire à 25%. Donc c'est pour ça qu'on parle de fonte musculaire, ce qui est un terme générique, mais c'est une très bonne image parce qu'elle est très visuelle. Cette fonte musculaire, vous le savez, elle peut arriver bien plus jeune quand on a un accident, quand on est immobilisé, on a une fonte musculaire. Donc là, si on parle de dû à l'âge, eh bien, il y a une fonte musculaire et une transformation musculaire surtout. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, hein, le muscle est un organe en soi, il dialogue avec les autres organes, il dialogue avec le métabolisme, il a son propre métabolisme, et puis il dialogue avec le cerveau. Avec l'âge, concernant son propre métabolisme se ralentit et ses capacités de réparation sont moins importantes, comme ça l'est pour l'os, pour la peau, pour les autres organes. Concernant son dialogue avec le métabolisme, eh bien, le muscle reçoit moins d'hormones anabolisantes. Alors, certains sportifs en prennent pour se gonfler les muscles et ça marche, mais en tout cas, on en a dans notre propre corps, notamment la testostérone, l'hormone de croissance, qui sont des hormones anabolisantes, et on en a moins avec l'âge. Donc forcément, on va avoir moins tendance à réparer ou à développer notre capacité musculaire. Et puis, il y a une transformation de ce muscle dans la composition en elle-même du muscle. Alors, Fabrice a montré un très beau schéma qui résume ce qu'est une fibre musculaire, mais il y a différents types de fibres musculaires. Et les muscles, les différents muscles sont définis par la proportion de ces fibres musculaires. C'est-à-dire que je n'ai pas la même proportion de type 2 dans la langue que dans le deltoïde, que dans le quadriceps ou que dans mon grand dorsal. En fonction de l'activité du muscle, la composition est différente et c'est bien logique que les petits muscles autour de la bouche n'aient pas la même composition que le grand dorsal qui me permet de me maintenir. Donc cette composition chez la personne de la deuxième partie de vie va se transformer, ce qui fait que la réponse musculaire sera moins adaptée aux besoins. Donc si on a toute cette conjonction de choses, ça fait que on a plus de difficultés musculaires, hein, clairement, et je pense que si on compare quelqu'un de 50 ans à quelqu'un de 20 ans, il n'y a pas de sujet, et les sportifs de haut niveau, on parle tout à fait, hein, ils sont en retraite à 30 ans, un peu moins maintenant. Et donc l'enjeu de l'activité physique, c'est ce qu'on avait tout au long de la vie, c'est-à-dire le maintien, les troubles musculo-squelettiques qui seront plus importants avec l'âge, la dénutrition, la démusculation, le risque de chute, et surtout avec l'âge, puisque tous ces process sont, même si on était physiquement très bien, ces process de ralentissement, on va dire, du métabolisme s'accentue, et bien l'enjeu, en fait, il n'y en a qu'un, et c'est l'enjeu, c'est l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que moins la personne est autonome sur le plan moteur,
eh bien, moins elle sera capable de rester chez elle, et moins elle sera stimulée intellectuellement, et moins son métabolisme marchera, et plus elle va se déminéraliser. Donc il y a des conséquences absolument sur toute la vie et la qualité de vie, mais aussi et surtout l'autonomie, puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est le maintien à domicile. Donc sur des sujets, enfin pas contrôle, mais je suis dans la recherche clinique, sur des sujets qui ne sont pas malades, sur des sujets donc, pas des patients. Le maintien de l'activité physique, dans la deuxième partie de la vie, on va dire à partir du moment où il ne travaille plus, c'est plus simple, parce qu'on a plus de temps pour faire de l'activité physique, et certains, s'ils en ont l'appétence, le font, et du coup, on a moins ce problème de « je n'arrive pas à m'organiser pour faire mon activité physique ». Quand on est face à des patients, alors j'ai plus de compétences en neurologie, mais il y a toutes les douleurs arthrosiques, les pathologies ostéo-articulaires qui sont une chose et qui limitent l'activité physique. Et puis après, il y a les pathologies neurologiques centrales, c'est-à-dire qui touchent le cerveau, la moelle épinière, c'est-à-dire la commande du muscle, mais pas que, c'est la commande aussi du starter, la commande de la cognition, la commande de la volonté, la commande de comment je vais faire et qu'est-ce que je vais initier, est-ce que je vais pouvoir initier. Donc le fait de faire de l'activité physique, ça entretient l'aspect musculaire pour ces patients-là, mais ça entretient aussi le cerveau. On perd aussi, alors c'est beaucoup de dire en capacité quand on ne fait plus les choses. Et on le voit, hein, si on se remet au piano 20 ans après, on est moins performant, au tennis aussi. Donc tout ce qui est moteur est à la fois musculaire, mais est aussi cérébral central. Donc le fait d'avoir une activité physique diversifiée, et je laisserai ma collègue en parler, eh bien ça permet aussi de maintenir les fonctions motrices cérébrales, et il a été montré, ça a été évoqué, ça a aussi un effet bénéfique sur le cerveau. Pourquoi ? Parce que certaines molécules sécrétées par le muscle sont bénéfiques pour les neurones et pour les neurones de la cognition. Et ça a été montré dans quasiment toutes les maladies neurodégénératives, le fait de faire une activité physique ralentit significativement l'évolution de la maladie, même quand la maladie a démarré. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une prévention primaire, c'est aussi une prévention secondaire, c'est-à-dire que ça nous permet de ralentir l'évolution de la maladie. Et par exemple, dans la maladie de Parkinson, où ça a été largement démontré, ça nous permet de ralentir l'accentuation des doses, ou une prise en charge plus renforcée en rééducation, etc. Donc le fait qu'ils soient très actifs par eux-mêmes, ça ralentit la charge en soins et eux-mêmes leur qualité de vie, puisqu'ils auront moins à se rendre en centre de rééducation, en consultation ou oui, c'est vraiment important de le dire, parce que c'est effectivement les maladies neurodégénératives, on connaît l'ampleur du problème mondial. Juste une chose avant de passer la parole à Aude Queneau. Après, quand on fait un accident vasculaire cérébral, par exemple, ou ce genre de problème neurovasculaire aigu, la rééducation musculaire, elle commence tout de suite, Alors, ça dépend, parce que l'activité physique prévient, diminue le risque d'accident vasculaire. On vient de le dire, et après, ça dépend beaucoup de l'accident vasculaire. Parce qu'il y a l'accident vasculaire massif, majeur, qui va passer en neurochirurgie, en réanimation, etc., où il y aura une mobilisation plutôt passive. Et puis, il y a les accidents vasculaires où on peut maintenant aller enlever en aigu le petit caillot, ou le gros d'ailleurs, qui se localise dans l'artère, où là on commence assez tôt la rééducation. Alors moi je ne suis pas kiné, je ne travaille pas en centre de rééducation, mais nous en tout cas notre souhait c'est que le plus tôt possible ils puissent se réactiver, se remobiliser. Voilà, à la fois sur le plan cérébral, cognitif, langagier, parfois déglutition, et sur le plan musculaire. Oui. Donc c'est une transition pour Aude Queneau. Donc je voudrais vous entendre sur plusieurs sujets, sur effectivement la kiné pour les gens qui sont malades, qui relèvent d'accidents vasculaires ou autres, et puis plus généralement pour le sujet âgé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intérêt d'aller voir une kiné ?
Alors, merci, je vais poursuivre, hein, mais le sujet a été déjà extrêmement bien développé. On parlait de cette fonte musculaire, enfin de cette perte de masse musculaire qui est physiologique. Je crois qu'il faut savoir que même si ça commence à 25-30 ans, ça va quand même s'accentuer de manière significative à partir de la cinquantaine, puisqu'il y a des phénomènes hormonaux qui vont se mettre en jeu, une sous-activité musculaire. Et il me semblerait important, parce qu'à cet âge-là, le muscle a encore toute une grosse partie de ses qualités, il n'y a pas eu de transformation en masse graisseuse, donc un entraînement va pouvoir redonner donc, de la force musculaire et entretenir ceci. Donc l'idéal, ce serait de restimuler la population à faire du sport avant la soixantaine, donc à partir de l'âge de 50 ans. Oui, c'est ce que disait votre collègue, à nouveau à raison de 2 à 3 fois par semaine. Et en fait, pendant longtemps, on avait préconisé des entraînements en endurance. Alors, il faut poursuivre, mais justement, on se rend compte qu'avec l'âge, c'est plutôt les fibres de type 2 qui vont se déliter de manière spécifique. Et donc, il faudrait rajouter dès 50 ans des exercices. Juste dites-moi ce que c'est que les fibres de type 2, je ne sais pas. Pas d'endurance, mais de force musculaire. D'accord, très bien, merci. Pour rapidement. Et en fait, il faudrait rajouter dès 50 ans des exercices de renforcement, alors pas avec des charges énormes, mais avec des élastiques, à poids de corps, des exercices fonctionnels qui permettraient donc d'entretenir ce type de fibres. Alors, la difficulté, on l'a un peu évoqué quand même, c'est qu'à 50 ans, on a quand même des pathologies associées, des pathologies articulaires, mal au dos. Et je crois que si la personne n'est pas guidée dans le choix de son activité, soit ça peut être un frein à la reprise de l'activité, soit il va reprendre, se reblesser et à nouveau arrêter. Et j'insiste sur le fait que la population, ce n'est pas des patients, c'est la population, puisse être guidée par des médecins, puisse être guidée aussi par des kinésithérapeutes qui peuvent prescrire l'activité physique adaptée pour que ça corresponde à leur goût, bien sûr, à leur mode de vie, mais également que ça protège leur articulation et ça leur apporte un réel bien-être. Donc toute cette activité de resensibilisation, de guide de la population à partir de 50 ans me paraît extrêmement importante par des professionnels de santé qui va pouvoir les accompagner. Alors, chez la personne plus âgée, comme le disait le professeur Paquet, c'est vrai qu'on retrouve entre 60 et 70 ans 25% de la population qui présente déjà une sarcopénie, ce qui est important. Et puis, bien sûr, ça va s'accentuer avec l'âge. Donc, sarcopénie, c'est le muscle qui fond. Hein, de façon pathologique, on va dire. De façon pathologique. Anormale. Moi, ce qui me semble important dans notre système de santé, c'est qu'on ne développe pas assez la prévention du vieillissement et la prévention primaire. Je voudrais insister là-dessus, parce qu'on est bien soigné en France, hein, il faut quand même le dire. Là, on va avoir une explosion de la population âgée, on va se trouver devant un mur en 2030, et on n'est pas encore forcément tous préparés à ça. Et alors on en parle parce que les kinés sont très sensibilisés sur cette problématique, le Conseil de l'ordre aussi, on nous a parlé de la prévention des chutes, mais c'est trop tard. Il faut prévenir la fragilité motrice. Et pour pouvoir la prévenir, il faut qu'on arrive à la dépister, à l'évaluer. Et on a mis en place un score depuis 2 ans là, qui s'appelle un score fonctionnel qu'on aimerait réaliser sur toutes les personnes au plus tard à 65 ans qui vivent à domicile, qui sont autonomes, où on va faire un questionnaire sur est-ce que le patient est une femme, un homme, est-ce qu'il vit seul, est-ce qu'il est dans un environnement familial protégé, est-ce qu'également il a un examen orthopédique des membres inférieurs, est-ce qu'il a des douleurs, est-ce qu'il a déjà chuté. Le patient vous dit non, hein, j'ai glissé. On a une vraie déni vis-à-vis des pertes d'équilibre. Est-ce qu'il appréhende la chute? Est-ce qu'il commence à avoir des troubles cognitifs? Ça c'est important, c'est un facteur qui va être favorisant. Et après, en dehors de cet interrogatoire, on va faire passer une batterie de tests cliniques, il y en a 7 ou 8. On en parlait ce matin, il y a le grip test, qui va nous permettre très rapidement de savoir s'il y a une sarcopénie. Il va y avoir la vitesse de marche, il va y avoir le test du relevé de chaise. Il va y avoir... C'est quoi le test du relevé de chaise? On va l'évaluer sur un patient. Je vais vous montrer. Hein. On met les mains sur les épaules et pendant 5 fois de suite, on demande au patient de se relever d'une chaise et de se rasseoir. Et on chronomètre quel temps ça prend. Et il y a des batteries, il y a des abacs. Et on sait si la personne est dans les normes ou pas. Très bien.
On essaye aussi de proposer à la personne de se relever du sol de manière autonome et on la chronomètre. Et à partir de là, on va obtenir un score. L'examen dure 30 à 45 minutes. Il y a une copie des résultats qui est remise au patient, une copie qui est remise au médecin traitant. Et on aimerait pouvoir, dès qu'on a le résultat de ce score, avoir un arbre décisionnel et pouvoir agir vite. Si le patient il a une fragilité modérée, on va peut-être lui donner quelques conseils sur l'aménagement du domicile, du jardin, de la maison, et on va l'orienter vers une activité physique adaptée de ville, classique. Si le patient commence à avoir une fragilité déjà un petit peu modérée, on voudrait pouvoir commencer d'emblée une dizaine de séances de rééducation, pouvoir choisir les aides techniques de marche, pouvoir aménager le domicile et envoyer le patient au médecin traitant dans un délai de 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, de façon à ce que les examens soient étayés. Oui. Et si par contre il existe une vraie fragilité motrice, là on va réclamer une consultation en urgence pour une réelle problématique pour prévenir ces chutes. Et je pense que si on arrive à mettre en place, et au plus tard, je vous dis à 65 ans, un vrai dépistage national au même titre que le cancer du sein, au même titre que le cancer colorectal, oui. On va quand même favoriser le bien vieillir, l'aménagement du domicile, la préservation des capacités motrices, et ce sera un travail qui sera global, fait par les équipes médicales, les rééducateurs, les enseignants en activité physique qui sont en ville, et de façon extrêmement précoce. Et je trouve dommage qu'on attende la chute pour mettre ces éléments en place. Oui, non, mais c'est vraiment un message aussi, c'est vraiment un message important parce que c'est aussi ce qu'on dit depuis le début de la journée, la prévention est quelque chose de fondamental et qu'il faut vraiment insister. L'heure tourne, je vous propose de prendre peut-être 1 ou 2 questions. Est-ce que... Oui, monsieur ? Alors, il faudrait lui apporter un petit micro, voilà. Alors, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis Alexandre Lacoste, vice-président de la Fédération des étudiants en kinésithérapie, encore un kiné, me direz-vous. Je voulais revenir, du coup, puisque c'est mon domaine, sur cet âge qu'on a un peu oublié entre l'enfant et l'adulte, cet âge un peu ingrat qu'on appelle l'adolescence, même plus largement la jeunesse, avec les étudiants. Cet âge un peu ingrat où on est trop vieux pour qu'on s'occupe de nous comme d'un enfant ou trop jeune pour qu'on nous traite comme un adulte. Je voulais vous demander à vous, en fonction de vos différentes expertises, si vous avez pu constater, à l'instar de M. Miraton qui a parlé de la réflexion qu'on mène sur l'ergonomie des travailleurs et des travailleuses, si au niveau des étudiants, vous avez pu constater les mêmes troubles et les mêmes problématiques de TMS dont vous parliez, et si oui, quels étaient les enjeux, et là je vais rejoindre la question de M. Ferry de tout à l'heure, quels sont nos leviers d'action à nous pour changer cela, pour réfléchir l'ergonomie des étudiants et étudiantes qui rencontrent sans doute les mêmes problématiques que ce dont vous avez parlé, M. Miraton. Très bien, donc les TMS en milieu étudiant, qu'est-ce qui veut répondre si, là, vous les avez. Bon. Donc la non-réponse, vos réponses, effectivement, on voit bien que c'est aussi un sujet sur lequel il est bon de travailler. On a parlé tout à l'heure des étudiants et on voit bien qu'effectivement, que ce soit sur l'activité physique et sur un certain nombre d'autres soucis, c'est une population qui a besoin de soins. Ok ? Peut-être un commentaire de la part de M. Miraton. Ça ne sera pas une réponse à votre question, malheureusement, mais quand on regarde les États-Unis, qui est un monde que je connais bien par ailleurs, il y a une activité universitaire, sportive réelle. Et après, ils rentrent dans le monde du travail. Et c'est là que l'obésité démarre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rupture étonnante où des garçons, des filles, des hommes, des femmes qui ont une santé physique, une activité physique extrêmement structurée, rentrent dans la vie professionnelle, dans la vie familiale aussi, d'une manière ou d'une autre, et là tout s'arrête, et en 3 ans ils ont tout perdu. Ouais. Donc il y a le domaine dont vous parlez, et il y a aussi cette transition-là d'un environnement où socialement on a une activité physique. Il faut peut-être que dans les universités on la promeuve, c'est une partie de la réponse probablement à votre question, mais le risque il va se décaler sur le coup d'après, et en termes de santé publique aux États-Unis, c'est un drame absolu. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là, peut-être.
question, si je peux très rapidement. Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on va, sinon c'est aussi pour vous. Je m'adressais au professeur Béatrice Duberne. Dans ce monde où de plus en plus de jeunes parents consomment de moins en moins de protéines animales, quel peut être l'impact sur ces jeunes enfants et ces adolescents? Allez-y, Béatrice. Alors, je vais essayer de répondre de façon argumentée et non polémique, parce que je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà, puisqu'il y a des... Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement, il y a de plus en plus de familles qui souhaitent limiter les apports en protéines animales chez leurs enfants. Nous, en tant que pédiatres, le plus important, c'est de s'assurer que les apports en fer sont couverts. Donc, si les apports en fer sont couverts avec, par exemple, du lait de croissance ou d'autres sources de fer, si l'apport en viande est limité, peu importe finalement, puisque ce qui est le plus important, c'est vraiment l'apport en fer. Et l'intérêt de la viande, quand on parle de consommer 1 ou 2 produits carnés par jour, enfin, il y a beaucoup de discussions chez les pédiatres, de savoir combien il faut donner de produits carnés. Je ne veux absolument pas rentrer là-dedans. Eh bien, c'est vraiment l'importance de l'apport en fer. Et c'est ça qu'il faut vraiment insister, par contre, faire de la pédagogie auprès des familles pour dire que le fer dans certaines protéines végétal est moins absorbé que le fer dans les protéines animales, et que je pense qu'il faut qu'ils l'entendent, il faut en discuter, mais en tout cas je ne rentrerai pas dans ce débat de la viande personnellement. Bon, allez, une toute dernière, on me supplie, donc allez-y. Un commentaire très court de Xavier Bigard. Je suis directeur médical de la Fédération internationale de cyclisme et membre de l'Académie nationale de médecine. Je voulais juste remercier M. Miraton pour son propos sur l'activité physique au travail, et juste rappeler, et en particulier pour ce qui concerne le home office, et rappeler qu'avec l'Académie nationale de médecine, on a publié un rapport en 2022 sur l'importance de l'activité physique au travail. L'originalité de ce rapport était de décliner différents postes en termes de contraintes, des postes à haute dépense énergétique, des postes de travail en position debout prolongée, des postes de travail sédentaires dans les cabinets d'experts et autres, et le travail à domicile, le home office, et avec des formes d'exercice à recommander pour ces différents postes de travail-là. Je vous remercie beaucoup. Très bien. Bah, écoutez, c'est dit. Merci. Alors, je vous annonce les festivités. Vous allez maintenant pouvoir vous lever, vous dégourdir vos muscles et vous rendre dans le hall où il y a un buffet déjeunatoire. Et on se retrouve dans pas si longtemps, il est 13h01, on se retrouve à 14h pour la 3e de notre table ronde et la suite des assises. Merci à vous.